que peut dire la philosophie de la crise environnementale ou des mutations technologiques? Et c'est pour moi une question fondamentale, c'est même pour moi la question de la philosophie contemporaine. Comment peut-on parler en philosophe de la crise environnementale ou des mutations technologiques? Et quel est le problème? Eh bien, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que la philosophie, dans le partage des disciplines, s'est trouvée écartée de tout domaine empirique. Donc, si je dis le niveau des océans va monter de 1,50 m en 2100, c'est de l'océanographie. Si je dis les IA ne fonctionnent que dans le cadre d'un monopole, c'est finalement de l'informatique, disons. Si je dis les gens veulent être protégés par des digues, c'est de la sociologie. Si je dis les IA sont addictives, c'est sans doute de la psychologie. Bref, qu'est-ce que la philosophie peut dire? Le problème, donc, c'est que la philosophie n'a pas de domaine empirique. Il n'y a pas un domaine dont les philosophes soient les experts. Donc, comment réussir à parler de la crise environnementale et des mutations technologiques sans passer par un domaine empirique? Comment toucher au réel sans passer par un domaine empirique? Et pour moi, justement, il y a d'autres disciplines qui touchent au réel sans passer par l'empirique, les mathématiques par exemple. Les mathématiques incontestablement touchent au réel sans passer par, mais ne sont pas empiriques. Et la solution pour moi, pour la philosophie, c'est dans un récit qui ouvre différentes façons de voir, différents systèmes de concepts, et rend désirables différents futurs. Alors, donc voilà, cette première machine, le vélo, tout à fait, quel est le rapport finalement entre un vélo, et puis j'ai parlé des vêtements dans le titre, et des IA, quel est le rapport entre ces termes, dans cette liste dans cette liste à la Prévert. Je voudrais justement les rassembler autour de l'idée de machine à coexister, et dans une première partie, faire un panorama des machines dans lesquelles je situerai les machines à coexister, et ensuite évoquer très brièvement chacun des trois termes, vêtements, vélo et IA, comme machines à coexister. Alors, première partie, tableau des machines philosophiques. Alors, avec une grande désinvolture, je vais, en peut-être 10 minutes, prétendre tracer un tableau donnant tous les usages ou les principaux usages philosophiques des machines. Alors, il y aura deux entrées, mais la première, double entrée. Et d'abord, ce qui m'intéressera, c'est la problématique ou la fonction, si l'on veut, dans laquelle la machine entre. Et je dirais qu'il y a donc trois fonctions de la machine dans les textes philosophiques. La première fonction, c'est la prothèse. La machine qui joue comme une prothèse. Donc, la machine comme prothèse, sa définition, c'est qu'elle s'inscrit dans l'organisation humaine. Une prothèse, elle vient se greffer sur une organisation humaine déjà définie, qu'elle ne transforme pas ou pas radicalement, et elle vient étendre, renforcer, prolonger une fonction de cette organisation humaine. Typiquement, la machine prothèse, ce serait des lunettes ou une aide auditive. J'entends mieux grâce à cette machine. À l'opposé de la machine prothèse, vous avez la machine monstre. Alors, la machine monstre, ce n'est plus la machine qui s'inscrit dans l'organisation humaine, c'est au contraire l'humain qui vient s'inscrire dans une organisation mécanique. Donc, le modèle de la machine monstre, c'est l'usine, dont
Nadia Taïbi parlait hier, c'est-à-dire l'usine telle que la conçoit Simone Weil, mais l'usine telle que la décrit Marx, elle est structurée par la machine, c'est-à-dire c'est une logique mécanique qui préside à l'organisation de l'usine, et l'humain vient s'intégrer dans cette organisation qui ne lui convient pas. Et finalement, dans tous ces textes, de Simone Weil, de Marx, mais on pourrait dire de Wiener aussi, de Norbert Wiener, le père de la cybernétique américain, l'humain se trouve finalement mécanisé dans cette inscription mécanique. Et Nadia parlait hier des premières scènes de Charlie Chaplin, dans lequel on voit que le personnage finit par agir comme un robot, à force d'être pris dans cette organisation machinique. Et donc, typiquement, pour Marx, en fait, l'appropriation des moyens de production a pour but de transformer la machine monstre en une machine prothèse. C'est-à-dire, pour Marx, à partir du moment où à la fois les travailleurs et les travailleuses possèdent les moyens de production et les comprennent, donc se les sont appropriés aux deux sens du mot, eh bien, au lieu d'être un monstre, cette usine va devenir une prothèse, c'est-à-dire qu'elle va décupler la force de travail humaine. Donc, ce qui est important, c'est que la machine prothèse et la machine monstre ne décrivent pas deux sortes de machines différentes, mais deux façons différentes de voir les machines. L'usine, pour Marx, est dans le capitalisme un monstre, mais deviendrait une prothèse. De la même façon, mon téléphone peut être compris comme une prothèse, c'est-à-dire grâce à lui, ma voix porte beaucoup plus loin, ma voix porte jusqu'aux États-Unis, mais c'est aussi une machine monstre lorsqu'il m'oblige à me réveiller la nuit, lorsqu'il me réveille la nuit et que je regarde mes notifications Instagram. Lorsque les ados, comme on sait, il y a toute une littérature là-dessus, nous dormons de moins en moins, et les ados en particulier, parce que nous passons de plus en plus de temps sur notre téléphone. Ça veut dire que la logique du téléphone, qui veut qu'on l'utilise de plus en plus, finit par présider et transformer la logique de l'organisation humaine. Et puis, troisième problématique de la machine, c'est la machine miroir. La machine qui va refléter l'être humain et qui va constituer un double de l'être humain dans lequel nous allons nous reconnaître lorsque nous nous décrivons comme des machines. Donc, première entrée des problématiques de la machine. Deuxième entrée des types de machines dans les textes philosophiques. Et je dirais qu'il y a trois grands modèles de machines. Il y a d'une part l'horloge. L'horloge et plus largement l'automate. L'automate qui est défini en cela qu'il possède en soi-même le principe de son mouvement. C'est 17e, 18e siècle, l'illustration parfaite chez Descartes. Deuxième modèle de la machine, c'est la machine à vapeur. Et la machine à vapeur, sa caractéristique, c'est qu'elle va exercer une force susceptible de remplacer la force de l'humain. L'horloge, elle n'a pas de force, c'est pas pour ça qu'on parle d'une horloge. C'est pourquoi on parle d'une horloge, c'est qu'elle semble posséder le principe de son mouvement. Une fois qu'elle est mise en branle, elle agit toute seule. Si on parle de machine à vapeur, c'est parce qu'elle a de la force. Et puis, troisième modèle de la machine, c'est la machine à calculer, ou plus largement, la machine à manipuler des signes. Et c'est ce modèle de machine qui domine actuellement la philosophie des techniques. C'est-à-dire, les principales machines dont on parle dans la philosophie des techniques aujourd'hui, ce sont des machines à calculer ou des machines à communiquer, des machines en tout cas qui manipulent des signes.
Alors évidemment, il y a toute une multitude d'articles ou de livres qui parlent d'autre chose. Mais c'est les principales machines dont on va parler, hein, depuis le milieu du XXe siècle, grosso modo à partir de Turing, puis de la cybernétique. Hein. Les grandes machines qui nous intéressent, ce sont plus des machines à vapeur, ce sont plus des machines qui exercent de la force, ce sont des machines qui nous servent à calculer, à communiquer, bref, à manipuler des signes. Donc on a un tableau à double entrée, hein, avec une simplification donc évidemment exagérée et un peu provocatrice, hein, un tableau à double entrée dans laquelle on pourrait ranger, lorsqu'on a un texte philosophique, hein, on pourrait dire il se situe dans telle ou telle case. Donc, vous voyez, soit une horloge, soit une machine à vapeur, soit une machine à manipuler des signes, qui joue comme prothèse, comme monstre ou comme miroir. Hein. Donc, typiquement, pour Descartes, son modèle de la machine, c'est l'horloge, et la principale fonction dans laquelle il prend la machine, c'est d'y voir un miroir de l'être humain. Inversement, Marx, il parle surtout de machine à vapeur et il hésite entre prothèse et monstre. Donc, ce tableau ne veut pas dire que nous soyons, que toutes ces cases se valent, et je dirais que dans notre usage dominant de la machine, nous sommes dans la case que j'ai grisée, c'est-à-dire que nous parlons surtout de machines à manipuler des signes, nous nous intéressons surtout à des machines manipulant des signes, et que nous prenons ces machines comme des monstres. Et ma principale, ma grande référence là-dessus, c'est le roman de Samuel Butler, Erevan. Et donc Erevan, c'est Nowhere en anglais à l'envers, et il est très très bien traduit en français par Valérie Larbaud, qui est un poète de la première moitié du XXe siècle, qui a magnifiquement traduit ce roman de Butler, qui est beaucoup plus beau en français qu'en anglais. Et le roman de Butler, donc vous avez derrière un film que j'ai réalisé avec Gwénola Wagon et Stéphane de Goutin, dans lequel nous imaginons Erevan reconstruite aujourd'hui. Donc Erevan est une ville imaginaire, c'est une sorte d'utopie dans laquelle, je passe sur un certain nombre de péripéties, mais si Erevan a beaucoup marqué, évoqué par quelqu'un comme Deleuze par exemple, c'est parce que les habitants d'Erevan se sont convaincus que les machines avaient une forme d'autonomie et une tendance à l'extension. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Butler, les machines constituent un quatrième règne, comparable. Vous avez le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne des machines. Et tous ces règnes ont, les végétaux, les animaux, les humains, ont une tendance à l'extension avec différentes façons de s'étendre. Et l'idée de Butler, c'est que les machines tendent à s'étendre. Elles tendent à s'étendre dans l'espace autour de la planète, et dans le temps humain, que nous passons de plus en plus de temps avec les machines. Mais les machines ont une façon spécifique de s'étendre. Donc, pour Butler dit que lorsque nous essayons, par exemple, de prêter à la machine la conscience, lorsque nous nous demandons est-ce que les machines sont conscientes, ou bien l'intelligence, est-ce que les machines ont l'intelligence ? Pour Butler, en fait, nous faisons la même erreur qu'une plante qui verrait passer un des premiers animaux
et qui dirait ça va faire une belle plante. C'est-à-dire que nous interprétons la tendance à l'extension des machines en fonction de notre propre tendance à l'extension, qui passe par la conscience et l'intelligence. Et l'idée de Butler, c'est que les machines ont une tendance à l'extension qui leur est particulière et qui se fait sans l'intelligence, sans la conscience, sans instinct, sans la vie, peut-être un peu comme un cristal. Un cristal, ça s'étend aussi. Ça s'étend sans la conscience ou l'intelligence. Donc, voilà. Butler décrit en fait le développement technique comme une extension des machines qui se fait par des processus particuliers qu'il faut voir et qu'il ne faut pas essayer de réinterpréter en termes humains. Donc, pour Butler, la machine est véritablement, ou les machines sont une forme de monstre qui s'étend et utilise les humains pour s'étendre, mais cela sans la conscience ni l'intelligence. Alors, comment, la question que je voudrais poser maintenant, c'est comment essayer de sortir de cette position dans laquelle nous sommes focalisés sur les machines à calculer et des machines à calculer qui viennent jouer le rôle du monstre, d'un monstre. Alors, je reviens à mon vélo et manifestement, la première constatation, c'est que le vélo s'intègre difficilement dans les catégories précédentes. Il s'intègre difficilement dans les problématiques précédentes et dans les modèles de machines déjà évoqués. Clairement, le vélo n'est pas une machine à manipuler des signes. Le vélo n'est ni un automate, ni une machine à vapeur, une machine qui a de la force. Le vélo n'est ni véritablement... Alors, le vélo est-il une prothèse? Le vélo est-il un monstre? Le vélo n'est en tout cas pas un miroir pour l'être humain. Mais je voudrais décrire le vélo comme une machine à coexister. Alors, c'est-à-dire que le vélo se caractérise par un certain type de coexistence et il n'implique pas le même rapport à l'extérieur que la voiture ou l'avion. Chacun a pu en faire l'expérience. Traverser une région en vélo, ça n'est pas la même chose que la traversée en voiture. On a un autre rapport à l'extérieur. Il y a des performances d'un sociologue en fait qui s'appelle Burkhardt, qui proposait à ses étudiants, alors je crois que c'est à Munich, donc Burkhardt qui a inventé ce qu'il appelle l'astrologie, comme en anglais, en français ça donnerait la promenadologie, de l'anglais stroll, l'astrologie. Et l'astrologie, donc, c'est la science de l'étude et la science de la promenade. Et Burkhardt proposait à ses étudiants de se promener, je crois que c'est à Munich, en tenant des pare-brises de voiture, pour qu'ils se rendent compte comme le pare-brise de la voiture limitait le rapport à l'extérieur. Alors, cette idée de machine à coexister, je la prends dans dans un texte de Le Corbusier, dans lequel il définit la machine à habiter. Dans ce texte, Le Corbusier, et même si Le Corbusier et Heidegger ont beaucoup été opposés, en fait, la question que pose Le Corbusier est très proche de celle que posera une trentaine d'années plus tard Heidegger. Le Corbusier se demande qu'est-ce que c'est qu'habiter, et son idée, c'est que habiter, c'est s'inscrire le plus harmonieusement possible dans un environnement. Simplement, alors qu'Heidegger décrira un environnement qui est en dehors qui ne porte pas les marques caractéristiques
de son temps, Le Corbusier évoque un environnement qui est industriel. Et donc, l'idée de Le Corbusier, c'est que nos logements, dans ce texte, nos logements doivent nous inscrire le plus harmonieusement possible dans une ville industrielle. Et c'est pour ça que Le Corbusier parle de machines à habiter, puisque, eh bien, les logements doivent être produits par des machines et doivent permettre à l'utilisateur de s'inscrire dans un monde de machines. Et Le Corbusier donc parle de machines à habiter comme il y a des machines à voyager. Il décrit le bateau ou l'avion, c'est une machine à voyager. C'est-à-dire un avion, c'est une machine dans laquelle tous les détails sont calculés ou sont fixés en fonction de son but qui est de voler. Et il y a tout un passage où Le Corbusier évoque le fait que on ne met pas sur un avion des décorations inutiles. Si on met une guirlande autour des ailes, soit elle va se détacher dans le vol, soit elle va gêner le vol. On ne met rien d'inutile, dit Le Corbusier. Finalement, ça serait discutable, mais dit Le Corbusier, on ne met rien d'inutile sur un avion. L'avion est tout entier conçu, fixé, construit en fonction de sa tâche. C'est une machine à voyager, comme il y a des machines à habiter. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que Le Corbusier, ici, met en lumière un autre type de machine par rapport à celle que nous avons évoquée. C'est-à-dire, la machine à habiter, ça n'est ni vraiment une prothèse, ni vraiment un monstre, ni vraiment un miroir, mais si on prend les modèles de la machine, les machines dont parle Le Corbusier, qui sont donc le logement conçu comme une machine, les automobiles, les avions, les bateaux, ce sont ni vraiment des automates, ni vraiment des machines à vapeur, au sens où elles exercent une force, ni des machines à calculer. Le Corbusier met en évidence un autre type de machine, finalement très peu évoqué dans l'histoire de la philosophie. Et je dirais qu'au fond, ces machines, ce sont des machines à coexister. Que tout ce dont parle Le Corbusier, les logements et ces différentes machines à voyager, elles ont comme caractéristique d'impliquer un certain type de coexistence. Et la tâche, pour moi, c'est justement de sortir ces machines à coexister, non seulement de l'univers de Le Corbusier, mais de ce que j'appellerais d'Erewhon, de cette idée des machines, du développement des machines monstrueux, et finalement de ne plus penser ces machines à coexister comme des machines. Et ici, c'est quelque chose de très proche de ce que proposait Yves Citon lorsqu'il discutait de la distinction entre machines et appareils. Il justement ne plus concevoir ces machines à coexister comme des machines. Donc ce qui m'intéresse, il y a à la fois il y a un double mouvement vis-à-vis de Le Corbusier. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois de pointer sur le fait que Le Corbusier met en lumière une catégorie de machines très originale par rapport à l'histoire de la philosophie, et en même temps, le problème qu'il y a à considérer ces objets comme des machines. Donc, voilà. Quand je parle de machines à coexister, je veux souligner une espèce de diplopie, comme l'espace visuel des deux yeux, le champ visuel des deux yeux qui se détachent, une sorte de diplopie dans la machine à calculer, ou une double géographie qui se met en place. D'un côté, ce que j'appellerais la géographie que produit la machine, la géographie produite, et de l'autre côté, ce que j'appellerais la géographie de la production de la machine. Qu'est-ce que je veux dire ? Que chaque machine à coexister implique un certain rapport à l'espace. On disait tout à l'heure, avec le vélo,
on n'a pas le même rapport au lieu qu'on traverse qu'avec une voiture. Et on n'a pas non plus le même rapport au lieu qu'on traverse en prenant l'avion. Parce que lorsqu'on prend l'avion, on va d'un aéroport à un autre, et au milieu, on est secoué dans tous les sens, ficelé sur son siège, mais on voit rien de ce qu'il y a en dessous. Pour prendre un exemple un peu plus littéraire, c'est un passage célèbre de La Recherche du temps perdu, où Proust compare le voyage en train et le voyage en voiture, et explique que le train transporte féeriquement les passagers d'une ville à une autre, alors que la voiture montre les coulisses du théâtre, parce qu'on passe dans les faubourgs. Donc bref, avec la voiture, pour Proust, on a un espace qui est continu, où on voit tout ce qu'il y a entre, alors que le train fait un espace troué. Il faut imaginer que le passager proustien doit voyager dans un compartiment de luxe avec les volets entièrement fermés, et donc il part de Paris, il ferme les volets, et il se réveille, il est à Venise, et il y a eu comme une magie, donc une géographie trouée, alors que la voiture va au contraire dévoiler les coulisses de cette espèce de théâtre que devient Venise ou Balbec. Donc, il y a une géographie produite par les machines à coexister, mais il y a aussi une géographie de la production de ces machines. Parce que si l'avion, il implique une géographie qui est discontinue, on va de Nantes à Montréal, et entre les deux, il n'y a rien en avion. Voilà, on connaît Nantes, on va connaître Montréal, mais entre les deux, il n'y a rien. Ça, c'est la géographie que produit l'avion, mais la production de l'avion, elle suppose une géographie en fait planétaire, dans lequel il se passe quelque chose dans une multitude d'endroits. Il se passe quelque chose là où on ramasse, où on recueille le pétrole pour faire marcher l'avion, là où on recueille le minerai de fer, là où l'usine où on produit l'avion, l'endroit où les ouvriers qui fabriquent l'avion habitent, etc. Il y a une géographie de la production qui est différente de celle que produit l'avion lui-même. Alors, ces deux géographies, est-ce qu'elles peuvent... on peut imaginer les faire coexister et les faire coïncider. Et pour moi, je parlais tout à l'heure de Heidegger et de Le Corbusier, un de leurs points communs, c'est aussi de parler tous les deux de cabane. Heidegger parle de la hutte, mais Le Corbusier, comme on sait, s'est construit aussi une cabane à Roquebrune, sur le bord de la Méditerranée. Et on pourrait dire que la cabane, c'est une machine à coexister dans laquelle la géographie produite et la géographie de production coexistent. Dans notre imaginaire, la cabane, on ramasse des bouts de bois ici et là, et on construit quelque chose. On construit à partir d'un milieu réduit un artefact qui va nous permettre d'habiter ce même milieu réduit. Donc on a une coïncidence de la géographie produite et de la géographie de production. Voilà. Et on pourrait imaginer, et il me semble que cette coexistence, elle est possible pour la cabane, mais elle j'approche déjà des 5 minutes ? Non, pardon. Non, ah oui, mais j'approche quand même. Bon, je vais aller un peu plus vite. Ok. Voilà. Donc, voilà. L'exemple du vélo, le vélo conçu comme une machine à coexister. Pardon. Deuxième exemple de machine à coexister qui m'intéresse, c'est le vêtement. Et la première chose qui m'intéresse dans le vêtement, c'est qu'il est un point aveugle de la philosophie. Il n'y a pratiquement pas d'ouvrage de philosophie autour du vêtement. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Et pour moi, donc, le vêtement fait partie d'un certain nombre de points aveugles de la philosophie, c'est-à-dire que la tradition philosophique, et y compris les philosophes contemporains, ignorent, pour des raisons qui me semblent différentes,
certains éléments. Et en ce qui concerne les vêtements, il est évident que l'architecture a suscité des sommes philosophiques colossales, que dans une bibliothèque universitaire, la philosophie de l'architecture, c'est un rayon entier, alors qu'il y a quelques ouvrages philosophiques sur le vêtement. Pourquoi cette ignorance du vêtement par les philosophes? Le vêtement, c'est manifestement quelque chose que nous utilisons tous, qui nous occupe tous, tous les jours. C'est quelque chose qui est... il faut savoir que 30% des microparticules dans les océans viennent des vêtements, des microparticules de plastique dans les océans viennent des vêtements. C'est énorme, 30% des microplastiques dans les océans viennent des vêtements. C'est donc très important. Pourquoi les philosophes n'en parlent pas? Et les philosophes en parlent essentiellement sous un aspect qui est celui de la mode. Et en fait, on peut dire que cette question de la mode, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tous les 2-3 ans nous changeons de vêtements et considérons que la veste que nous trouvions très belle il y a 3 ans est absolument immétable, qu'elle est d'une couleur, d'une texture, d'une forme, qui peut plus se porter? Pourquoi cela? Eh bien, ce qui intéresse beaucoup les sociologues, c'est que les sociologues, en particulier au XIXe siècle, ils voient là l'exemple même d'un phénomène social qu'on ne peut pas réduire à un phénomène, je l'ai écrit à l'envers, c'est un phénomène social non réductible à la biologie. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison biologique de changer de vêtements tous les 3 ans. C'est vraiment un phénomène social. Et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les sociologues, et c'est par là que le vêtement entre un peu dans la philosophie. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est que dans la plupart des théories qu'on peut dire philosophiques du vêtement, le vêtement est conçu comme un système de signes. Typiquement, c'est Barthes ou Umberto Eco. Et évidemment, par mes vêtements, j'envoie un certain nombre de signes. Il n'y a pas de doute. Je mets un foulard parce que je veux avoir l'air bourgeois. J'envoie ou un imperméable parce que je veux avoir l'air bourgeois. Il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que le vêtement donne des signes. Mais réduire le vêtement à un système de signes, c'est occulter d'autres aspects du vêtement. C'est-à-dire que si je mets un imperméable, c'est aussi parce qu'il pleut. Le vêtement est donc non seulement un rapport à des humains, mais aussi à des éléments non humains autour de moi. Et surtout, il faut penser à la production du vêtement. C'est-à-dire, mon imperméable, vraisemblablement, il a été produit au Vietnam ou en Indonésie, à l'autre bout du monde. Et porter cet imperméable, c'est me mettre en rapport avec des humains à l'autre bout du monde et tout un système de production. Un point sur lequel je vois que l'heure tourne très vite, et un point sur lequel je ne veux pas insister, c'est qu'il faut également étendre l'idée de géographie de la production pour inclure la question du déchet. Et pour moi, c'est une question très importante et voilà. Et cette question du déchet, qui pour les vêtements est donc une question vraiment importante. En tout cas, ici, ce que je veux montrer très rapidement dans cet exemple, c'est comme le fait de considérer le vêtement comme une machine à coexister, ça révèle des aspects que la thématisation du vêtement comme système de signes occulte complètement. C'est-à-dire le rapport à des non-humains, à la fois l'eau de pluie avec laquelle me met en rapport mon imperméable, mais l'eau des océans, dans lequel finiront vraisemblablement les plastiques de mon imperméable. Donc un double rapport à des non-humains et à des humains. Les humains proches de moi à qui je transmets des signes, mais les humains qui ont aussi fabriqué ou transporté mon imperméable et avec lesquels celui-ci me met aussi en relation.
Voilà. Troisième exemple, les IA génératives. Donc, les IA génératives sont bien des machines à manipuler des signes. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement de les repenser aussi comme des machines à coexister. Un peu comme le vêtement. C'est vrai que le vêtement est un système de signes. Et d'une certaine façon, le vêtement est une façon de communiquer avec l'extérieur. On pourrait dire une machine à communiquer. Mais en le pensant comme une machine à coexister, on révèle d'autres aspects du vêtement. Et c'est la même chose que je voudrais faire avec les IA. Alors, je vais aller très vite et je vais essentiellement parler d'un aspect. Je vais essentiellement parler d'un aspect et d'un projet que nous avons mené avec Gwenola Wagon dans notre livre Les images pyromanes et en marge de celui-ci. Donc, le projet a été d'essayer de faire une suite au film de Alain Resnais et Raymond Queneau, Le chant du styrène. Alors, je ne sais pas si ce film vous dit quelque chose. C'est un film, un court-métrage magnifique du cinéaste Alain Resnais, Le chant du styrène, qui raconte la production d'un bol en plastique rouge sur un poème de Queneau en alexandrin. En fait, c'est une commande de Péchinet, je crois, de 1953, que Alain Resnais a donc réalisé d'une façon très paradoxale. Donc, ce film d'Alain Resnais et Raymond Queneau, disons, retrace dans de très belles images la production d'un bol en plastique rouge. Et j'en parlais tout à l'heure à propos du vêtement. Une des choses qui est caractéristique finalement de cette époque du plastique, à laquelle appartiennent Alain Resnais, Raymond Queneau, mais aussi quelqu'un comme Barthes, c'est l'incapacité à penser les déchets que produit le plastique. Il y a cette phrase extraordinaire de Roland Barthes dans Mythologie. Barthes écrit que les jouets en plastique n'ont pas de vie posthume. C'est extraordinaire. Les jouets en plastique n'ont pas de vie posthume. À quoi pense Barthes ? Il est en train de parler d'un vieux jouet, d'une poupée, et une poupée trouvée dans un grenier par les enfants de la génération suivante. La poupée est toute cassée, on peut plus vraiment jouer avec, mais on peut imaginer des choses. Et ça, c'est la vie posthume de la poupée, tout ce qu'elle provoque dans l'imagination de l'enfant. Et dit Barthes, le jouet en plastique, il a été jeté, il n'a pas de vie posthume. Et ce que Barthes ignore complètement, c'est que le plastique qui a été jeté, va finir en micro-particules dans les océans et même faire retour dans les nuggets de poisson que va manger l'enfant. Donc, le plastique, il a une vie posthume, mais il a une vie posthume non pas sous la forme du fantôme, il a une vie posthume sous la forme du déchet. Et le déchet, ici, c'est exactement l'opposé du fantôme, à savoir le fantôme, c'est une âme sans corps, alors que le déchet, c'est un corps sans âme. C'est une matière qui n'a plus de fonction. Donc, ce qui nous intéressait avec Gwenola, c'était d'essayer de faire un peu la suite ou l'autre versant du film de Resnais, essayer de retracer le devenir d'un objet en plastique une fois qu'il a été abandonné. Donc on n'est pas parti d'un bol en plastique, on est parti d'une doudoune, parce que le film de Alain Resnais, donc qui suit le poème de Queneau, commence par ce vers autant, ô matière plastique. Non, alors j'arrive pas à le retrouver. Autant, bref, c'est le vers de Lamartine dans le lac.
savez, le premier vers du lac, autant... Oui, mais il y a quelque chose, autant, quelque chose, suspend ton vol. Heure propice. Oui, quelqu'un... Heure propice. Autant, heure propice, voilà, exactement. Autant, heure propice, suspend ton vol, et lui dit, autant, matière plastique, suspend ton bol. Et ça commence comme ça, et ça raconte l'histoire du bol. Et donc, nous, on a cherché un vers pour commencer, et on a pris donc ce vers de Baudelaire, Ô mort, vieille doudoune, il est temps le vent l'ancre, qui est l'invitation au voyage. Donc, à partir de ce... Donc, c'est pour ça, on a choisi une doudoune, et on a essayé de générer en alexandrin l'histoire de la doudoune avec ChatGPT pour les vers et avec Midjourney pour les images. Et il a été très très difficile de réaliser ce travail. Pourquoi ? Parce que ChatGPT, quand on lui demandait de faire un poème sur une doudoune abandonnée, prenait un tour sentimental et ne voulait pas la faire entrer dans la chaîne alimentaire. C'était impossible ou très très difficile. Voilà. ChatGPT fait des alexandrins très facilement, c'est-à-dire de temps en temps, il faut corriger une syllabe, en ajouter une ou en enlever une, mais très facile. Mais par contre, quand on lui demande de faire un article sur le devenir du plastique dans les océans, il fait un petit article où il explique que les plastiques se transforment en microparticules, que ces microparticules entrent dans la chaîne alimentaire, et il se contente de terminer par une note optimiste à la fin. Mais quand on lui demande de faire un poème, il est dans l'univers poème et il ne parle plus de la chaîne alimentaire. La doudoune, c'est triste, peut-être qu'il confondait doudou et doudoune aussi, mais voilà, une doudoune qui dérive sur les flots, c'est très triste, il y a des gouffres amers, mais il n'y a pas de chaîne alimentaire. De l'autre côté, Midjourney, la même chose. Et quand on lui a demandé de nous montrer des mouettes en train de manger une doudoune sur la plage, il a en fait imaginé toutes les relations possibles entre la mouette, la doudoune et le fait de manger, mais au lieu de nous montrer des mouettes en train de manger une doudoune, il nous a montré des mouettes en doudoune, comme vous voyez, en train de manger. Et ce qui est... il me semble qu'on voit... ici, à mon avis, un des points les plus inquiétants en fait des IA. C'est-à-dire que on a des biais, et des biais qui sont très difficiles à contrecarrer. Lorsque je demande à ChatGPT de me faire un poème sur le plastique, il n'est plus question de la crise environnementale. Si je lui demande de me faire une dissertation de philosophie sur la crise environnementale, et une dissertation de philosophie, la crise environnementale va être effacée. Il y a ce biais qui consiste à ajouter une note optimiste à un article spécifiquement sur la crise environnementale, mais il y a ce biais beaucoup plus dangereux qui est de l'occulter dans une tâche autre, lorsqu'il s'agit d'un poème ou d'une dissertation. Alors, on pourrait comparer à on pourrait dire TF1 a aussi ses biais idéologiques, mais TF1 ne parle pas à ma place. Alors que quand ChatGPT fait ma dissertation, ChatGPT parle à ma place. On pourrait dire que le langage parle à ma place. Mais le langage, il est le fruit d'une série de négociations avec la réalité, d'arrangements les uns avec les autres, alors que ChatGPT, c'est quelqu'un qui paye, qui aligne $1 milliard pour que ça fonctionne comme ça. Donc, il y aurait différentes... Je vais conclure. Oui. Voilà. Il y aurait différentes façons d'en voir les IA génératives comme des machines à coexister, mais je voulais insister sur cet aspect qui me semble vraiment dangereux, c'est cette question des biais dans l'accomplissement de certaines tâches. Et pour finir un peu joyeusement, j'espère, je vais vous faire écouter, donc ça dure 2 minutes, ce que nous avons fait
pour le film à la place voilà, du chant du styrène. Ça s'appelle Le chant des fibres perdues. Et j'espère qu'il y a du son. On entend ou pas? Oui. Le plastique échoué raconte son histoire dans sable imprimé. Les oiseaux, dans leur vol hésitant, confondent ces fragments pour leur repas d'antan. Livrés dans la journée, la doudoune est jolie, sauf qu'un jour on l'oublie. Sur la plage sans vie, les fibres égarées chantent les beautés négligées. Ton âme se disperse. Microfibres moroses que les gouffres amers jamais ne décomposent. Livrés dans la journée, la doudoune est jolie, sauf qu'un jour on l'oublie. Sur la plage sans vie. Des poissons curieux, malades mais si beaux, emportent des morceaux de l'étoffe en lambeaux. Quelques fils s'évadent, s'entremêlent aux algues, se perdent bien vagues, livrés dans la journée. La doudoune est jolie, sauf qu'un jour on l'oublie. Sur la plage sans vie. Voilà, merci beaucoup.